Allez François, vous avez la parole pour les premières questions. Oui, Monsieur Verdier, est-ce que, tradition oblige, on a une petite question coquine pour démarrer. Est-ce que vous connaissez Masserane? Non. Ça vous dit Masserane, non? Ça vous parle pas? Non, ça me Comme parle Masserane, vous savez, l'expression Masserane, elle ne voit rien venir. Et vous, Monsieur Verdier, est-ce que vous voyez venir quelque chose sur Uzès? Avec l'indéracinable maire Jean-Luc Chapon, est-ce que vous êtes patient ou inconscient? Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis juste au travail, aux côtés de Jean-Luc Chapon, et je pense que le duo fonctionne. Et ce qui compte, de toute façon, c'est ce que je dis à beaucoup de gens qui sont plus impatients que moi. C'est que je ne vois pas pourquoi on changerait une équipe qui, globalement, à mon sens, fonctionne. On n'est pas tout seul, au conseil communautaire et à la ville. Les projets sortent. Et si ces projets sortent, on prendra sûrement peut-être tout à l'heure l'exemple de la piscine, c'est parce que justement on est unis avec Jean-Luc Chapon, qu'on a dépassé nos clivages politiques pour privilégier le territoire. Et je pense que ce fonctionnement, ce duo, il est payant et en tout cas il est gagnant. Il a encore dit, pour faire vite, que c'était une question, il faut aimer la ville et avoir envie d'y être. Est-ce que vous partagez ces deux sentiments ? Pour faire de la politique au sens noble du terme, de s'occuper des affaires de la cité, je pense qu'effectivement, il faut aimer les gens. Il faut aimer le territoire sur lequel on vit et qu'on représente et qu'on forcément on défend. Il faut avoir parfois de la patience, vous parliez de patience, il faut avoir de l'humilité. Et quand vous avez tout ça, vous pouvez durer. C'est le cas de Jean-Luc Chapon, c'est aussi un petit peu mon cas. Mais je pense que vous savez, désormais, travailler collectivement, c'est pas une mauvaise chose, il faut à peu près partager une vision. Nous, on a fait le choix de développer ce territoire tout en préservant son cadre de vie, sa qualité de vie. Et encore une fois, ça semble fonctionner, en tout cas, c'est les retours que j'ai. Donc, on va continuer ce tandem tant que Jean-Luc Chapon le souhaitera. Oui, d'autant que vous êtes à la tête de la communauté de communes, et bon, qui se marque aussi par une action assez importante, et l'ombrière, la piscine, les pistes cyclables. Où c'est que vous en êtes aujourd'hui des prochains projets ? Tous ces projets fonctionnent. L'ombrière qui avait été initiée par Jean-Luc Chapon, qu'on n'a pas pu inaugurer pour cause de Covid, a trouvé sa place dans le paysage gardois. À la fois sa place culturellement, mais aussi c'est une salle qui est occupée par les gens du Pays d'Uzès à travers des mises à disposition. On reçoit beaucoup de manifestations, pas que culturelles. La programmation, elle est appréciée. On a beaucoup de partenariats. J'étais samedi dernier pour un spectacle avec une nuit musicale qui faisait encore salle comble, donc ça fonctionne bien. Et la programmation de cette année, d'ailleurs, la saison à l'Ombrière est assez intéressante parce que vous avez finalement des artistes qui viennent sur le territoire gardois uniquement à l'Ombrière. Pablo Mira samedi prochain, qui est un humoriste estampillé France Inter. On a le concert France Bleu où 800 gardois sont invités par à la fois le Pays d'Uzès et France 27, Bleu. C'est le mercredi 27. On a encore les nuits musicales pour finir l'année. Puis on aura par exemple, on recevra toutes les manifestations autour de la truffe. On a un gros week-end de truffe, le 3e week-end de janvier à l'Ombrière. Donc c'est une salle. Et le seul en scène, est-ce que la 3e édition du seul en scène sera de retour en 2025? Le seul en scène de Patrick Timsit, qui je vais lui laisser le soin, puisque je ne m'occupe pas de ce festival, c'est Patrick qui le fait avec Christophe Gervais, de vous présenter sa programmation. Elle sera, vous verrez, très belle. On parle peut-être de la piscine parce que c'est un projet phare intercommunal sur le Pays d'Uzès. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette piscine-là? Nous en sommes où précisément? Je pense qu'on va pouvoir nager. Monsieur Martin s'inquiétait tout à l'heure. Je pense qu'il veut venir nager. Amateur de natation, effectivement. Je suis sûr qu'il aime l'Uzès. Je pense qu'on pourra nager entre septembre et octobre 2025. Et c'est un bon exemple d'un tandem qui fonctionne. Vous savez, la piscine d'Uzès, ça fait 25 ans qu'on en parle en territoire d'Uzès. Ouais, c'est vrai. Je me souviens, et je n'avais que 30 ans à l'époque, qu'il y avait déjà des débats, faut-il faire une piscine, où, combien ça coûte, ça ne sortait jamais. Notre entente avec Jean-Luc Chapon a permis de trouver un terrain, c'est le maire d'Uzès qui l'a proposé à la petite commune, au président que j'étais, qui a convaincu les autres élus que c'était le bon emplacement, et puis on le sort le projet, pour tout simplement l'intérêt général, celui d'abord des enfants qui vont apprendre à nager, et puis celui de notre territoire, et puis derrière, quand vous êtes unis, comme nous le sommes avec Jean-Luc Chapon, quand vous allez voir des financeurs, parce qu'on est aussi aidé par Denis Boide, qui a un attachement particulier pour son territoire, c'est beaucoup plus facile de convaincre. Donc voilà, la piscine, elle va sortir, les travaux suivent leur cours. Pour le moment, on n'a pas de problème majeur, et c'est un projet qui nous permettra de répondre à un besoin identifié sur notre territoire. Il manque des bassins couverts dans le Gard, il nous manquait sur le Pays d'Uzès, ça va voir le jour.
On va élargir un peu le propos. Vous êtes aussi conseiller régional, majorité d'Elga. Et vous occupez spécialement, vous êtes dans 2 commissions, dont une sur les mobilités. Et à ce titre, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous pensez du dossier de la gare TGV Nîmes-Pont-du-Gard et surtout de son accessibilité. On a cru comprendre aujourd'hui que la région, excusez-moi le propos, mais tape un peu en touche en le recadrant un peu dans le fameux projet SERM, le service express régional métropolitain. Est-ce que c'est pas une manière un peu de taper en touche là-dessus? La région, et de le remettre au calendrier grec. La région, elle a d'abord ses propres priorités, et ça, je pense que c'est légitime de le faire. Elle a aussi un contexte budgétaire qui est encore plus compliqué aujourd'hui, je ne sais pas si on l'évoquera, que ce que ça a pu l'être il y a 3-4 ans. Elle avait pris des engagements. Carole Delga avait pris des engagements en matière de mobilité, et ces engagements, elle les a respectés. Sur cette 3e ligne, elle n'avait pas pris d'engagement. Elle avait pris l'engagement de faire des études, je crois qu'elles sont en cours, mais par exemple, on a réouvert la rive droite du Rhône, auquel un certain nombre d'entre nous sont ici attachés. Ça, elle l'avait promis, elle l'a engagé, elle l'a fait. Ça va parfois pas suffisamment vite, parce que vous le savez comme moi, la SNCF n'est pas toujours très complaisante et nous impose un certain nombre de contraintes réglementaires ou d'études qui ne sont pas forcément toujours justifiées. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais la 3e ligne ou la 3e voie, elle verra le jour dès lors que les financements seront trouvés. Il y avait aussi un débat à l'époque sur l'emplacement de cette gare qui peut-être a été justifié à l'époque. Oui, enfin, c'est un grand débat, effectivement. Je voulais aussi revenir sur une autre de vos casquettes, c'est celle du Parti Socialiste, puisque vous êtes quand même un membre influent du Parti Socialiste, vous avez été premier secrétaire fédéral à une époque. Comment jugez-vous aujourd'hui l'action du département du Gard et son image qui nous apparaît un peu pas trop lisible, on va dire? Est-ce que cette collectivité est en déclin aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez que, alors qu'elle fut, on en parlait tout à l'heure, alors elle fut rayonnante à l'époque politiquement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette collectivité est un peu en déclin ou pas? Je ne la pense pas en déclin. Il y a des projets structurants qui sont ambitieux. Je citerai celui qui est cher à Françoise Laurent-Périgot, notamment l'investissement sur Le Clap à travers ce gros équipement sportif qui est une bonne chose dans ce qu'on peut qualifier d'arrière-pays. C'est un territoire que je connais très bien, qui, à mon avis, va permettre d'être très attractif pour les sportifs, pour les familles. Moi, je pense que c'est un bel investissement. Après, le département du Gard, il assume pleinement ses compétences. On a parfois oublié que chacun a des compétences obligatoires qu'il doit assumer correctement. C'est, je crois, le cas du département avec, je l'évoquais tout à l'heure pour la région, aussi des difficultés financières. Quand, dans ce pays, par exemple, on a du mal à assumer politiquement le fait que la question du vieillissement est majeure et que quand on ne se donne pas les moyens, on a des conditions d'accueil des personnes dans les maisons de retraite qui peuvent se dégrader faute de moyens pour ces EHPAD. Faute aussi de moyens donnés par l'État. Le financement de la dépendance, la 4e branche, il n'a jamais vu le jour, alors que c'est une promesse de Macron, et on laisse les départements parfois un peu seuls pour assumer cela. Donc moi je trouve que François Laurent-Périgot, qui travaille très collégialement, très collectivement, fait un bon boulot. Alors elle est discrète, c'est pas quelqu'un qui souhaite beaucoup communiquer, mais en tout cas, elle assume pleinement les compétences du département. Il y a quand même pas une grande visibilité dans l'action du département. Il y a le fait de vouloir assumer pleinement ses compétences, ils le font bien, de lancer 2 collèges, je crois, nouveaux à terme, de faire le projet important, c'est un investissement, je crois, de près de 30 millions d'euros à Méjeanne-le Clap, et puis après, il y a la question des capacités aussi à être ambitieux dès lors qu'on ne nous en donne pas les moyens. Allez Sabine, votre question à notre invité Fabrice Verdi. Une micro-remarque, est-ce que ça veut dire que comme on l'entend pas, c'est pas lisible ? Parce que c'est une femme et qu'elle ne passe pas sur toutes les télés et les radios comme peut passer un président. Ça peut être une présidente qui travaille en collégialité. Et est-ce que c'est pas lisible parce qu'on l'entend pas tous les 4 matins? C'est une petite remarque. J'hésite entre mes deux. Je suis désolée. Comme là, je suis un tout petit peu en minorité. Et dans le public aussi. Expliquez-nous, Sabine. Au niveau oestrogène, testostérone, vous voyez, voilà. Mais rien de grave. C'est une micro-provocation. Oui. Micro. Mais Sabine, vous êtes là, vous remplissez le boulot de 4 personnes et de 4 garçons qui sont autour de la table. Allez-y, Sabine, en tout cas, on est très heureux que vous soyez là. J'hésitais entre 2 petites questions. Une petite, en tant que présidente de la communauté de communes d'Uzès, quid des loyers
fort peu accessibles sur Uzès et qui, avec des logements et des possibilités d'achat qui sont difficiles. J'hésitais entre cette question et puis une question plus nationale. Le Gard est un département au conseil départemental de gauche et un des rares départements à avoir 100% de députés RN. Donc politiquement, comment vous vous positionnez et comment vous arrivez déjà à gérer le fait que M. Chapon soit pas PS, mais bon, apparemment vous y arrivez. Mais voilà, non, plus sérieusement, politiquement, comment vous voyez le département tout noir en RN et tout rose Rose-rouge. Rose-rouge, absolument. Parce que d'ailleurs, c'est M. Bouger qui s'occupe du sport. Voilà, donc... On va laisser M. Berthier vous répondre. Voilà. La question sur le logement, volontiers, puis je répondrai sur la seconde si vous le souhaitez. D'ailleurs, on va agir, puisqu'on a une nouvelle vice-présidente, puisque la commune de Castillon-du-Gard nous a rejoint, Muriel d'Herbecourt, qui est conseillère départementale, et j'ai souhaité qu'elle qu'elle ait une délégation liée au logement, parce qu'effectivement, il y a un vrai problème de logement sur le pays d'Uzès, mais pas que sur le pays d'Uzès. D'abord, ce sont des réponses nationales que nous attendons. Quand la fiscalité de l'Airbnb est plus avantageuse que la fiscalité à l'année, très honnêtement, les gens qui possèdent des biens, ils font le choix de moins payer d'impôts et de favoriser le Airbnb. Et quand vous êtes un territoire attractif comme Uzès, où vous avez beaucoup de gens qui souhaitent venir séjourner pour des vacances, forcément, vous avez une clientèle facile pour faire de l'Airbnb, et ça se fait au détriment des saisonniers qui doivent travailler de tout l'offre l'été, de logement, exemple. effectivement, que vous pouvez faire pour des saisonniers ou pour tout simplement des jeunes actifs qui souhaiteraient vivre toute l'année sur Uzès et sur le pays d'Uzès, parce que le problème du logement, il est global. Donc nous, par exemple, on va agir de façon modeste mais très concrète. On a des locaux dont nous sommes propriétaires à côté de communes, qui sont au cœur d'Uzès, où on accueille le comité de promotion agricole et le PETR, donc c'est une structure administrative qui chapeaute la côté de commune Pays d'Uzès et la côté de commune Pont-du-Gard. On rase, on leur fait des bureaux au rez-de-chaussée et au-dessus, on va construire 3 étages supplémentaires pour faire justement du logement. Donc on agit modestement, mais en tout cas on va s'engager sur ce type de projet. Du logement accessible financièrement. Évidemment, voilà. ça sera du logement social et intermédiaire. Et puis dans le cas de la délégation que Muriel d'Herbecourt a obtenue, on va réfléchir à une doctrine qui permettra notamment d'inciter les bailleurs sociaux à venir un peu plus sur notre territoire, de façon à ce que le déficit d'opération, ce qu'ils nous disent que les effets d'un certain nombre de mesures Macron ne leur permettent plus de construire, nous on va leur dire, si vous avez un déficit, nous viendrons le combler pour qu'on produise beaucoup plus de logements, avec une condition, c'est qu'on veut être maître du choix des locataires, pas pour faire du clientélisme, mais parce que quand vous avez une liste d'attente sur votre territoire de 500 personnes qui veulent accéder au logement social ou intermédiaire et que vous ne maîtrisez pas ces attributions parce que c'est parfois le préfet qui a la main, nous on souhaiterait retrouver la main là-dessus. Rapidement sur la deuxième question de Sabine, parce que le temps nous est compté. François, encore des questions et Salim en a une. Sur la deuxième question, sur le Rassemblement national, les dernières législatives ont montré effectivement que même la 6e circonscription est tombée dans les mains du Rassemblement national. Il y a plusieurs réponses sur la 6e qui vous concerne, sur le Front National et le Rassemblement national. Alors, je vais faire une réponse nationale, ce qu'on est en train de vivre. Vous savez, moi, j'ai plus aucun rôle influent, M. Martin, au Parti Socialiste, mais j'ai été une époque responsable du PS dans le Gard. C'était en 2002. Et je me souviens de démarrer une de mes premières réunions en disant « Attention, dans ce département, nous allons vivre ce que vit le Var à l'époque. » Et malheureusement, j'avais avec d'autres raisons... et on est en train de le subir. Après, c'est un phénomène national. Après, sur la 6e circonscription précisément, moi, je ne vais peut-être pas faire plaisir à Madame Oromy, mais je pense que le nouveau Front populaire est une impasse et qu'au premier tour, tout cela fonctionne très bien. Mais moi, au deuxième tour, j'ai eu beaucoup de mal, alors que moi, j'ai personnellement voté Nicolas Cadenne, à convaincre un certain nombre d'électeurs considérés comme modérés ou de droite républicaine à voter pour un candidat de nouveau Front populaire, parce qu'il y avait un véritable amalgame, ce que je regrette, entre le nouveau Front populaire, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon, et que c'est une impasse. Et demain, si on se retrouve là-dedans, le risque, c'est qu'on ait un duel Rassemblement national, Le Pen ou Bardella, ou Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, et nous perdrons cette élection. Donc j'étais un des
minoritaire, certains des détracteurs de cet accord, qui est une impasse politique et qui vous l'avez dit, vous l'avez assumé, qui est le marchepied du Rassemblement national pour des raisons à la fois très idéologiques. Je ne partage pas la vision communautariste des Insoumis, je ne partage pas leur conception démocratique. J'ai vu certaines choses dans l'hémicycle qui m'ont profondément heurté, parce qu'on se doit aussi d'être exemplaire dans ces postures, mais c'est aussi une erreur tactique majeure qui fait que les Insoumis sont le marchepied du Rassemblement national. Je ne suis pas sûre, parce Sabine, que on va pas rentrer dans ce débat. La preuve, c'est que moi, dans ma répondre. troisième, j'ai gagné 25 000 voix par rapport aux premières élections. Qui a été élu député au Rassemblement national. Mais la troisième circonscription n'est pas prenable de toute façon. Salim, votre question à notre invité Fabrice Verdier. Alors moi j'ai une question à vous poser par rapport aussi, c'est un peu une question politique. Alors moi je suis apolitique, je suis un acteur associatif sur le territoire nîmois, et pour être en contact avec nos concitoyens nîmois, on a quand même pas mal de retours de leurs inquiétudes quant au positionnement des politiques, notamment de gauche. Et je vous écoutais un petit peu parler tout à l'heure par rapport à avec qui vous êtes un petit peu aussi associé, le maire de Uzès, qui est un peu centriste droit, d'après ce que j'ai pu voir. Et je vais faire un parallèle avec le débat qu'on va avoir tout à l'heure par rapport aux agriculteurs, qui, par exemple, la position du maire d'Uzès, qui est pro-Europe, qui favorise beaucoup dans ces partis-là, et qu'aujourd'hui on se rend compte que ça pose problème pour beaucoup de personnes sur nos territoires, notamment au niveau santé, aussi au niveau économie par rapport aux agriculteurs. Et en fait, pourquoi je fais ce parallèle-là? Parce que aujourd'hui on essaie de rassembler vous essayez de rassembler des voix pour essayer de fédérer des personnes, comme vous avez parlé par rapport aux dernières législatives ou même aux futures présidentielles. Mais on voit une gauche de plus en plus désunie qui, vous parlez des insoumis, mais derrière aussi vous êtes aussi associé avec des personnes centristes droits qui aussi posent problème par rapport à d'autres problèmes économiques. Donc voilà, je voulais que vous répondiez un peu par rapport à ça. Comment ce micmac-là, on essaie de rassurer un peu les gens. Fabrice Verdier, où c'est que vous campez politiquement, si je devais résumer ce que pense Salim? Fabrice Verdier. Mais moi, je campe auprès des gens d'Uzès, du pays d'Uzès, de mon territoire. Moi, je suis social-démocrate. Je soutiens Carole Delga, qui est pragmatique, qui apporte des réponses au quotidien, sur la mobilité, sur une rentrée gratuite pour les lycéens. Et puis avec Jean-Luc Chapon, c'est pas compliqué. Ce qui compte, et sur quoi nous interrogent les gens. Ils ne veulent pas savoir forcément où est mon étiquette. C'est un sujet qui est national. Qu'est-ce que vous faites avec Jean-Luc Chapon? Il me pose la question. Eh bien, avec Jean-Luc Chapon, par exemple, centre-droit, centre-gauche, c'est quoi le sujet? On va installer la banque alimentaire qui va créer une épicerie solidaire. Vous demanderez à Joseph Pronesti, il n'avait jamais vu un maire lui proposer en 1 heure dans un bureau de construire des locaux pour installer une banque alimentaire. Avec Jean-Luc Chapon, on va construire dans le quartier politique de la ville que nous avons obtenu son élargissement avec Jean-Luc Chapon. On a convaincu le préfet qu'il fallait revoir la géographie parce qu'il y avait 2 quartiers, les Mûriers et les Amandiers, que celui des Mûriers méritait d'être dans la géographie prioritaire. On va construire des locaux. La ville va construire des locaux pour accueillir un espace de vie sociale supplémentaire. C'est France Service, c'est ça? Non, c'est parce un qu'il y a espace France Service aussi qui arrive dans quelques jours. Avec Jean-Luc Chapon, on accueille dans quelques jours une maison France Service qui va permettre à tous nos concitoyens de venir régler leurs problèmes de retraite, c'est aussi une de forme sécurité de sociale. reconquête du service public dans des zones plus rurales. Ce que je dis, ce qu'il faut faire, c'est ce que moi je veux qu'on regarde sur mon alliance avec Jean-Luc Chapon ou dans mon action au quotidien, c'est ce que je fais concrètement. Au moment où j'arrive en responsabilité, qu'est-ce que je fais quelques années plus tard après avoir agi aux côtés de Jean-Luc Chapon? Ce sont les résultats qui comptent. On n'a pas augmenté la fiscalité, mais on a permis sur un certain nombre de points de changer le quotidien de nos concitoyens. Demain, la personne qui a des problèmes avec ses impôts, avec sa retraite, qui a des difficultés numériques, elle va accéder à une maison France Service parce qu'on s'est battu avec Jean-Luc Chapon pour l'obtenir. C'est du concret. Dans le quartier des Mûriers, demain, il y aura un espace de vie sociale où les enfants du quartier pourront venir faire du soutien scolaire parce qu'on s'est battu avec Jean-Luc Chapon. Tout cela, on l'a fait ensemble. Alors, peut-être c'est de droite, peut-être c'est de gauche. Je n'en sais rien. Je sais les valeurs que j'ai. Je me suis toujours engagé à travers ces valeurs. Mais les valeurs que j'ai, elles ne sont pas antinomiques avec l'action que j'ai aux côtés de Jean-Luc Chapon. Si je devais juste rajouter, je me fais ramer François parce que je vais vous redonner la main pour une toute dernière question. Mais finalement, ce que dit Marine Le Pen, ce qu'on entend de plus en plus à l'extrême droite,
Et c'est quand même un risque, et peut-être que ça résume ce que dit Salim et ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, et les premières questions de François, c'est le risque de se retrouver quand même face à Marine Le Pen, qui, elle, ou au Rassemblement national, qui dit en fait c'est eux contre nous, c'est-à-dire le parti unique contre l'extrême droite. Et à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'extrême droite s'empare du pouvoir parce que les gens ne veulent pas de ce parti unique? Mais moi, je ne suis pas dans un parti unique. Je pense pas que les gens. Je pense pas que c'est aujourd'hui ce que présente devant les Français Marine Le Pen en parlant d'un parti unique contre le Rassemblement national. Elle est l'expression d'un profond mécontentement, de malaise réel dans notre vie, mais pas que. Quand on voit ce qui s'est passé avec Trump, avec Orban, avec Meloni en Italie, c'est pas un problème. L'extrême droite, ce n'est pas un problème que français. Si c'était le cas, presque on pourrait essayer d'avoir une approche différente. Mais je pense que cette difficulté, c'est aussi, et c'est pour ça qu'un certain nombre de maires résistent face au Rassemblement national, c'est que les gens, ils ont juste besoin de savoir ce qu'on fait très concrètement, ce qu'on ne fait pas parfois. Il m'arrive, avec d'autres élus sur le terrain, de dire ça, je ne pourrais pas le faire pour telle et telle raison. Je pense qu'il faut se confronter à la réalité, à la fois du pouvoir. C'est peut-être pour ça que le département est encore socialiste. Comment ? C'est peut-être pour ça que le département qui fait quand même des choses est encore oui, à la proximité. Gauche. Mais après, évidemment que c'est difficile, évidemment que parfois il peut y avoir des vagues, évidemment qu'il y a une forme de populisme, évidemment qu'on aimerait beaucoup plus faire décrypter à nos concitoyens la vacuité, l'absence de réel programme du Rassemblement national. Ces théories racistes, les gens qui le composent, évidemment, ça, il faut le faire. Mais sur la gestion quotidienne, quand les gens comprennent que vous les aimez, que vous vous battez pour eux, que vous leur apportez des réponses, que vous êtes respectueux des engagements que vous avez pris. Parce qu'un des responsables, le principal responsable de la situation de ce pays aujourd'hui, je suis désolé de le dire, c'est Emmanuel Macron, qui a été élu sur presque un slogan, c'est de dire... faites-moi confiance, je suis la troisième voie, et si j'échoue, ça sera le Rassemblement national. Et allez, une micro-question, parce qu'on est vraiment très en retard. On revient sur la politique, sur la politique locale. La bataille politique au sein du PS fait rage, sur la ligne à suivre. On en parlait tout à l'heure, Mélenchon ou pas. À Nîmes, vous voyez comment l'avenir de la gauche, avec le positionnement du Parti communiste, qui entend mener cette liste de gauche, est-ce que vous pensez que les Insoumis. Avec les Insoumis, bien évidemment, c'est là le problème. Est-ce que vous pensez que le PS va tirer un peu les marrons du feu ? Il y a des personnalités de qualité au PS qui sont impliquées dans la vie locale. Il leur appartient de définir une ligne. Moi, personnellement, vous l'avez compris, je vais être cohérent. Et puis, de toute façon, ça n'intéresse plus personne. Moi, je n'ai pas de responsabilité au PS. Moi, je suis juste un militant de base. J'y reste par fidélité. Et puis parce que je souhaite être aux côtés de Carole Delga. Je paie ma cotisation d'élu. S'il n'y avait pas Carole Delga aujourd'hui et les militants qui m'ont longtemps soutenu, je ne suis pas persuadé que je serais au PS d'Olivier Faure. Je suis contre un accord avec les Insoumis, je suis contre un accord avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui vaut nationalement, pour des municipales, vaut aussi. Donc voilà, vous avez compris ma ligne. Merci Fabrice Verdier d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans quelques